Mardi 19 novembre. Enfin, je crois. Le soleil est plus chaud qu'il n'y paraît. Il est aussi beaucoup plus brillant, aveuglant, terriblement lumineux qu'on ne pourrait s'y attendre. Même derrière ce léger voile nuageux. Nuageux. Est-ce de l'eau, est-ce autre chose ? Est-ce une volonté qui agrège les nuages ainsi ? Ah, s'il y a des traînées chimiques, forcément c'est une volonté qui est derrière. Mais y a-t-il seulement des produits chimiques pour faire tout ça ? N'est-ce pas la manifestation de la volonté maligne ? Et quand nous n'avons pas ce voile, alors qu'est-ce qui se passe ? On nous cache quelque chose ou on nous en protège ? Parce que vu comme il pique le soleil, ouais, il disait ça en Bourgogne. Ah, il pique. Il y a lieu de se demander quand même. Désenchantement, n'est-ce pas ? Nous sommes désenchantés ? Non, pas toi. Toi, tu n'es pas désenchanté. Toi, tu te réenchantes constamment. Tant mieux. Tant mieux, très cher. Puisque tu y arrives. Ou alors peut-être n'y arrives-tu pas non plus, mais tu n'aimes pas le dire. Tu ne veux pas te décourager toi-même ? Eh bien, n'importe, tu es dans le déni. Tout le monde est un peu dans le déni, bien sûr. Tant qu'on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Et nous nous demandons, qu'y a-t-il à voir derrière les nuages ? Derrière ces choses que nous ne comprenons pas. Ah, ceux qui ne se posent pas de questions et qui ont toutes les réponses sont les plus agaçants. C'est sûr. Oui, c'est parce que... Ah, ils sont passés de la version scientifique autorisée à la version alternative non autorisée ou autorisée. Qu'importe, nous n'allons pas parler de ça. Ça n'aurait aucun intérêt. N'avons-nous pas déjà tout dit ? N'ai-je pas déjà tout dit de ce qu'il y avait à dire d'important ? Bien sûr que si. Et le redire ? Bien, tout dépend sur quoi on se focalise, n'est-ce pas ? Se redire et se rappeler à chaque instant que tout n'est pas là, que ce que nous avons su de toute éternité et qui nous a poussé à chercher au-delà de ce qu'on nous disait, de ce qu'on nous enseignait, cette chose qui est à l'intérieur de nous. Voilà que je me remets à buter sur les mots. Deux idées à la fois, pas assez de présence d'esprit. Oui, il y a ce truc... cette pensée très rapide, et puis il y a ce mental plus lent qui essaye de suivre et qui n'y arrive plus. Vous avez remarqué ? On fourche, on bute sur les mots, on oublie ce qu'on était en train de dire ou de penser. Oui, c'est très fréquent. C'est peut-être le signe que nous sommes en train de changer de vibration. Enfin, qu'une partie de nous n'arrive pas à se réadapter à une autre chose. Diverses réalités coexistent, et pour ceux qui cherchent vraiment, puisque j'ai laissé peut-être une phrase en suspens, et qu'importe. Pour ceux qui cherchent vraiment, et qui cherchent à s'élever. Oui, s'élever en vibration, s'élever, disons ça, léger. C'est comme si nous étions des obèses spirituels, des obèses mentaux, et que nous fassions un petit régime, en évitant les choses vraiment encrassantes, en prenant un peu d'exercice. Eh bien, l'ancienne version ne se trouve plus à sa place. L'ancien schéma corporel ne s'y retrouve plus. L'ancien schéma mental interne n'arrive pas à suivre. Et puis il y a ce découragement, ce désenchantement, qui pourtant est la promesse de quelque chose de plus réel. Oui, imagine cette femme, son mari la trompe, mais habilement, et puis il l'aime aussi, bien sûr. Alors elle ne voit rien. Pendant 30 ans peut-être. Il a toujours été comme ça. Et le jour où elle l'apprend, elle est effondrée. Bien sûr, c'est le divorce et une relecture ou un déni de toute sa vie passée. Mais bien sûr qu'il y a un désenchantement à découvrir la vérité qui n'était pas si belle que nous avions cru. C'est ça la libération. Ça demande du courage. C'est pour ça que ça demande du courage. C'est parce que la vérité, voilà, j'allais dire la beauté. La beauté est absente de cette première version de la vérité quand nous découvrons le mensonge, la manipulation, quand nous découvrons que le beau ciel bleu n'est qu'un décor, que le sourire des collègues est factice. Mais de tout cela émerge une vérité.
Et oui, pourquoi y a-t-il besoin de mentir? Parce qu'il y a encore d'autres couches à découvrir. Et qui ment? Et comment? Et pourquoi? Et voilà qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Désenchantés. En partie désenchantés, mais avec une foi affermie, profonde. Une soif de vérité qui ne s'est pas altérée. Qui ne s'est pas désaltérée non plus, puisque nous n'avons pas eu notre content. Et nous ne l'aurons pas ici-bas. Nous ne l'aurons que par reflet, que par écho. Je disais que nos corps même sont des échos de ce qu'ils pourraient être. S'ils manifestaient, s'ils manifestaient leur existence dans un plein équilibre. Nous sommes tous tordus, des pieds aux mains, le nez, la cloison nasale déviée, que sais-je. Et puis la vie nous a abîmés, mais si elle nous a abîmés, c'est qu'elle nous a tordus dans un certain sens, du côté où nous penchions déjà, comme l'arbre qui tombe. Une espèce de voile laiteux et très proche, un peu moutonné, un peu transparent, se déploie, sans fin, sur toute la moitié du ciel. Et à travers, on voit un avion avec sa traînée, toute propre, toute blanche et bien rectiligne. Et on voit bien que quelque chose est à l'œuvre. Quelque chose qui pose question, constamment. Et c'est ça que nous faisons, nous posons des questions constamment. Parce que nous avons beau avoir répondu à une partie d'entre elles, il apparaît que peut-être les réponses ne sont pas si sûres. Et puis quelque chose continue à nous interpeller, à nous appeler, depuis les autres plans. Ah oui, ceux qui ont des certitudes, ce sont aussi ceux qui sont clairaudients, clairvoyants. Oui, ils ont des guides qui leur disent tout, qui leur expliquent tout. Bah, il n'y a plus à chercher. Trust the plan, tout va bien. Vous voyez où je veux en venir? À chaque fois, on se laisse dire ce qu'on doit penser. Si c'est pas des êtres de ce plan, journalistes, conseillers spirituels ou psychologues ou éducateurs ou enseignants, eh bien, ce sont des êtres de l'autre plan. Vous remarquerez aussi que ceux qui ont des voix comme ça, c'est des gens naïfs, impressionnables, ou conventionnels, ou pas très intelligents. Pas très capables d'utiliser à plein rendement leur intelligence mentale. Pas très critiques, dans le bon sens. Pas très plein de discernement en général. Des gens qui font ce qu'on leur dit. Que ce soit dans le domaine sanitaire, social, professionnel ou encore mieux familial. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ces gens, ça m'a travaillé ça aussi récemment, beaucoup de ces gens qui refusent farouchement l'idée de Dieu, l'idée de quelque chose de plus haut qu'eux, sous prétexte de liberté d'esprit, souveraineté spirituelle, souveraineté personnelle. Et ben, je vous ai dit qu'il y avait pour moi un petit quelque chose de luciférien, gnostique là-dedans, qu'il n'y a rien de plus haut que moi. Sont-ce vraiment des gens qui ont une telle liberté intellectuelle, une telle souveraineté, une telle autonomie mentale et intellectuelle ou émotionnelle? Parce que certains d'entre eux, oui, sont très intelligents. Mais où est l'ego dans tout ça? L'ego est-il à sa place? Ou a-t-il besoin encore d'être reconnu, de montrer qu'il est le premier en tout, de montrer qu'il siège au plus haut? Il y a lieu, voilà, je fourche. Je n'arrive pas à choisir entre plusieurs expressions à peine trop tard, jusqu'au moment où je prononce. Il y a lieu d'en douter. Et j'ai pensé à quelque chose aussi, tous ces gens qui refusent l'idée de Dieu, de Jésus, de Père ou Seigneur. Eh bien, ce sont souvent des gens, vous regarderez, qui sont terriblement aliénés émotionnellement à leurs parents. Je parle pas de jeunes gens, parce que les jeunes gens, ça peut être un peu naturel d'avoir cet esprit rebelle de la jeunesse, que c'est tous des vieux cons et tout ça. Donc cette idée de hiérarchie et de hiérarchie familiale, voire paternelle, cette figure paternelle d'autorité, c'est refusé, non seulement par les femmes, mais par les hommes. Bon, bien sûr au titre du patriarcat et gna gna gna, mais aussi au titre de toute autorité ou autorité spirituelle qui se situerait au-dessus de soi.
Oui, parce que si soi-même on a une autorité spirituelle, apparemment ça gêne moins. Bah, l'autorité spirituelle sur soi-même, bien sûr, moi j'ai rien contre. Mais disons que ces gens qui refusent aussi farouchement une idée... Ah, c'est le boulanger. Une idée de Dieu, une idée du Père céleste, du Père spirituel, d'une figure qui s'approcherait d'une figure paternelle et bienveillante, mais située en dehors de ce plan, au-delà de ce plan, eh bien ce sont des gens qui sont vraiment aliénés à 2 parents ou à un parent encore vivant, parce que ce sont des gens souvent âgés et finalement qui ne se sont jamais affirmés en face d'une autorité familiale. Mais dans leur état d'esprit, c'est acceptable. Par exemple, cette femme qui dit, cette femme violée dans son enfance par son père et qui s'en souvient, incestuée par son père, et qui dit « Oh, mais il est vieux maintenant, j'essaye d'adoucir ses vieux jours. » Tragique. Cette personne aussi, une de mes amies qui retourne voir sa mère... non, maintenant la mère est décédée, enfin j'allais dire, mais qui retourne voir la tante, qui elle est toujours là, qui est une vieille harpie, qui lui fait toujours des remarques et qui, quand il y va avec sa sœur, s'adresse à la sœur en parlant de mon amie, en disant « Et elle alors, elle fait quoi ?» Et voilà, des trucs un peu fous. Et cette dame, qui est pourtant quelqu'un, a un esprit libre, ou entre guillemets, et qui ne rend compte à personne, qui est plutôt un homme émotionnel, tout ça. Quand je dis, mais tu vas encore la voir, elle te traite comme ça et tu vas la voir et tu passes une semaine avec elle. Oui, mais tu comprends. Ben non, justement, je comprends pas. Enfin, ce que je comprends, bien sûr, c'est que cette personne est aliénée. C'est qu'elle va passer une semaine, parce que ça se fait, à se faire maltraiter. Et j'en connais plein des comme ça. Et dans ces gens-là, il y a ce refus absolu d'une autorité, parce que dans leur esprit, c'est confus que une autorité spirituelle et une autorité émotionnelle sont liées et sont inacceptables. Alors bien sûr, je pense pas avoir réglé tous mes problèmes avec mes parents, mes problèmes émotionnels et transgénérationnels, tout ça. Et du fait qu'ils ne sont plus là, c'est vrai que j'ai cette aide de ne pas avoir à m'affirmer en face d'eux en disant non. Il est hors de question que je vienne te voir si c'est pour entendre des choses pareilles. Si la relation n'est pas avant tout une relation humaine, alors ce lien familial et ce lien de sang n'est rien d'autre qu'une malédiction. Bien sûr, je l'ai fait à ma façon, et dans le cas de mon père, c'est presque aussi comme si ceci avait accéléré son lâcher-prise et sa mort. Je m'en sens pas du tout coupable, bien sûr, puisque c'était quelque chose de juste pour obtenir une parole vraie et authentique de sa part, chose qu'il n'a sans doute jamais pu faire de toute sa vie. Quant à ma mère, eh bien, elle avait choisi son destin et je me suis positionnée à un moment et ça a eu pour effet, depuis mon point de vue, de dénouer les choses complètement. Mais se positionner n'est pas que se positionner intérieurement ou intellectuellement. C'est aussi se positionner émotionnellement et prendre le taureau par les cornes de ce que nous avons à faire dans ce monde pour assainir les relations. Et généralement, elles s'arrangent d'elles-mêmes d'une façon ou d'une autre. Mais bien que je n'ai pas réglé tous ces problèmes, très certainement d'autorité ou de manque d'amour et de reconnaissance, ou je ne sais quoi, que tout un chacun a avec ses parents, sur un certain plan et sur le plan spirituel, on peut dire que c'est réglé, que les choses sont comme elles doivent être dans un schéma d'incarnation qui correspondrait à un plan, pas forcément un plan divin ou un plan bénéfique ou tout ça, mais il y avait quelque chose de l'ordre du plan, et contre un plan établi qui s'est réalisé en partie, il n'y a rien à faire en ce qui concerne le passé. Donc cette partie des choses, peut-être même ce contrat d'âme conclu avec eux ayant été plus ou moins digéré, je me dis que ce qu'ils ont fait et n'ont pas fait les regarde là où ils sont maintenant en esprit. L'autre partie, la partie plus terre à terre et plus psychologique, plus émotionnelle, peut être réglée jour après jour quand j'examine
mes réactions aux choses et ma façon, de comprendre, parfois par moments quand les choses bloquent, en quoi ce sont des comportements qui ont été, qui se sont sclérosés d'après un schéma familial précoce, des réactions à l'éducation en gros quoi, que chacun a et qui correspond à une construction de notre personnalité, de la personnalité du petit personnage du plateau de jeu. Mais dans le plan spirituel, les choses qui devaient se produire ou les situations qui ont été proposées, ont été vécues et voilà. Il faut bien comprendre les différents aspects. Plus exactement, ces aspects de nous-mêmes correspondent aux différents plans d'incarnation, parce que nous sommes multidimensionnels. C'est pas des aspects différents de notre vie compartimentés, horizontalement, travail, amour, famille, tout ça comme il y a dans l'horoscope, c'est pas ça. Sur un plan horizontal, on est tous le même. Dans cette couche, le petit personnage incarné du plateau de jeu, il a toutes ces caractéristiques. Mais il a aussi une vie de l'âme dont il a ou n'a pas conscience, qui se révèle parfois par les rêves, par de certaines intuitions, par des changements de cap, il y a plusieurs niveaux comme ça dont nous sommes conscients ou pas. Dans ces niveaux plus spirituels, plus élevés, les choses sont bien et les offenses et les difficultés de la vie sont des étapes, des cadeaux évolutifs, n'est-ce pas ? Des choses qui nous ont fait nous positionner et qui nous ont fait nous hisser au plan de conscience supérieure pour ce qui est du petit personnage qui au début ne comprenait pas et n'était qu'une victime de tout ce qui lui arrivait. Et c'est comme ça qu'on sort de la matrice ou du dôme par petits pas successifs en nous élevant vers ces régions plus hautes de nous-mêmes qui existent déjà et dont les parties les inférieures n'ont pas conscience. Alors voilà, tout à l'heure je disais, n'ai-je pas déjà tout dit et depuis longtemps ? Oui et non. Parce que l'important n'est pas le scoop, la découverte. Non, ça c'est une partie du processus. La deuxième, c'est la redondance, la répétition, qui est nécessaire pour que le mental, qui a été stimulé une fois par quelque chose de neuf, passe la main à une partie plus profonde de notre intelligence qui a besoin de réitération, qui a besoin pour digérer, pour intégrer, d'une répétition. Oui, parce que notre mental a été programmé comme ça. Excusez-moi, je vais baisser le feu électrique sous les pois cassés. Voilà qui est fait. Oui, ça manque un peu de poésie, tous ces bip-bip à la Jacques Tati, mais bon, c'est ce que j'ai pour l'instant et j'en suis infiniment reconnaissante, puisqu'une fois de plus dans ma vie, je suis accueillie à un moment où je ne sais pas trop ce que je dois faire de moi, même géographiquement parlant. Et ça s'est toujours présenté. C'est donc que ça fait partie de mon chemin de vie. Et cette reconnaissance immense fait partie de mon chemin de vie et nourrit ma foi. Voilà, alors pour nourrir notre âme, il nous faut aussi reprogrammer notre mental tordu, dévoyé. Et ça se fait par la répétition. Par la répétition des choses qui nous paraissent justes. Voilà pourquoi vous aimez m'écouter et que j'aime vous lire. Ce faisant, quand je lis ce que vous dites qui a répondu à ce que j'ai dit, alors c'est un dialogue. Un peu indirect, il est vrai, mais écoutez, dans des temps pas si reculés pourtant, les gens s'écrivaient, ils correspondaient, ils écrivaient. Ils passaient beaucoup de temps à se connaître en se parlant, en dialoguant par écrit. Alors ça ne dit pas moins que l'oral, ça dit autre chose. Bien sûr, il n'y a pas la vibration de la voix qui dit tellement, qui dénote des inflexions ou une façon de se poser ou de faire semblant, comme là je porte ma voix pour qu'elle soit bien audible, compréhensible. Parce que même assez près du micro, il y aurait des fréquences qui ne passeraient pas. Alors j'essaye d'avoir plus de fréquences dans le son de ma voix. C'est pas ma voix de tous les jours et de tout le temps, de toutes circonstances. Mais c'est la voix que je vous dédie
pour cette réflexion ensemble. Si j'écrivais, vous auriez mon écriture. Je dis écrire à la main. Il y aurait quelque chose du trait qui parlerait de moi aussi. Il faut que j'éternue. Je vais faire ça avant de reprendre. Oui, alors nous redisons les choses. Ma mère disait la fonction fatigue du langage. Emphatique ? Non, fatigue. La fonction, un peu vide du langage. Salut, ça va ? C'est pas forcément pour savoir, c'est pour nouer le premier contact. Ou bien redire des choses qu'on a déjà dit, ou des anecdotes de vie. Oui, si on redit toujours la même en pensant redire quelque chose de neuf, oui, ça peut être problématique. Mais si on répète une chose plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas uniquement que nous voulons transmettre comme quelque chose d'important et qui nous valorise cette anecdote, mais plutôt que nous aimons nous rappeler ce moment, que nous aimons rappeler sur le devant de la scène des émotions ou des paysages ou des gens qui nous font nous sentir bien, dans le meilleur des cas, bien sûr. Alors là, nous invitons l'autre qui connaît déjà l'anecdote à rentrer dedans, à la réinventer, pourquoi pas, à réexplorer quelque chose de neuf dedans. Et puis, cette façon de raconter des choses du connu ou des choses sans importance, c'est une fonction de communication, pas une fonction d'enseignement ou de nouveauté, pas de la nourriture pour le mental, mais de la nourriture pour le cœur. Alors il y a deux choses. Il y a le fait de se redire ces choses qui nous font du bien et de les reformuler, ce qui nous oblige aussi, pourquoi pas, à nous renouveler. Dans ce petit cercle zodiacal qu'est notre temps sur une année, nous revenons au point de départ, au bout de 365 jours. Au point de départ ou à la ligne d'arrivée qui est un nouveau départ, comme au Monopoly où on reçoit 20 000 francs. Nous ne sommes pas exactement au même point, nous n'arrivons pas au même point. Nous sommes plus ou moins au même endroit, mais un peu plus haut. C'est une spirale. Ah, pour certains, c'est une spirale descendante, ça peut arriver, quoique pas vraiment. Nous sommes transformés par chaque tour, donc non, nous n'arrivons pas intacts et indemnes au même endroit. Nous arrivons au même endroit apparemment, mais un an de plus, donc un peu plus vieux, peut-être un peu plus décrépit, mais notre esprit, si nous le cultivons, s'est allégé. Notre monde intérieur s'est enrichi. Il s'est épuré, il s'est affiné, il s'est rempli comme notre cœur qui s'est rempli de joie. Et nous savons que chaque tour nous approche possiblement de la libération ou du néant selon ce à quoi on croit. Chaque tour nous approche de quelque chose, nous éloigne de quelque chose. Alors la question est celle-ci, de quoi souhaites-tu t'éloigner et de quoi souhaites-tu te rapprocher? La question est celle-ci, mais elle pourrait être posée de 10 000 façons différentes. La question est celle-ci et elle est autre. Il y a tant de questions que nous pouvons poser et qui nous rapprochent de nous-mêmes, pas par leur réponse forcément, mais par le fait que nous continuons à poser les questions. Nous sommes là, alertes, un peu inquiets spirituellement et encore plus confiants spirituellement qu'inquiets. Nous sommes là, nous sommes alertes, nous utilisons notre esprit, nous sommes curieux, nous sommes vivants.